occasions sont mises à profit. Il faut dire que transmettre de l'image sur des supports, c'est leur métier. Les scénographes ont de la matière. La rubrique de ce jeudi s'intéresse à l'éducation. Mardi gras, avant le début du carême demain, les enfants annoncent la couleur avec des tenues qui révèlent leur amour pour certains métiers. Les tout petits s'y sont prêtés à cœur joie. Dans les écoles de Dakar, à Saint-Louis, une panoplie de déguisements pour rester enracinés. Plein feu sur les Laobé Lana le long du fleuve Sénégal. Cette caste se distingue par son savoir-faire. Pour la fabrique de pirogues, ils sont plutôt connus pour leur attachement au cheval. L'animal transcende le rang social des individus, véhicule de luxe. Les chevaux accompagnent les mariés, quel que soit le statut de l'époux. Quel secret se cache derrière cette tradition? Le 20h tente de percer le mystère. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a pris part ce mardi à la session du comité d'orientation du NEPAD en mode virtuel. Dans son intervention au débat, le président Macky Sall a évoqué l'urgence de resserrer les priorités pour se concentrer sur les infrastructures. Le chef de l'État a mis l'accent sur d'autres défis que l'organisation doit surmonter au Marning. C'est une session ordinaire qui intervient dans un contexte où l'Afrique subit les contre-coups d'une crise multiforme. Le chef de l'État résume les enjeux dans son intervention au débat. Je note avec vous que les progrès en matière de développement socio-économique sont réels. Malgré ces résultats, il convient de reconnaître que l'Afrique reste encore confrontée à des défis et des menaces complexes au cours des dernières années. L'Agence de développement de l'Union africaine, conformément à son mandat, devrait se concentrer sur des résultats transformationnels dans des domaines bien précis. Nous avons suivi le rapport avec beaucoup d'intérêt, mais nous voyons la diversité des champs d'intervention. Je pense qu'il est important de resserrer les priorités pour que le NEPAD continue à concentrer ses efforts sur l'infrastructure. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons les infrastructures routières, ferroviaires, et logistiques, mais nous avons surtout l'énergie et l'agriculture. Je crois que nous avons là des priorités sur lesquelles le continent, à travers notre mécanisme et à travers le futur fonds de développement du NEPAD, nous pourrons obtenir des résultats très importants. Maintenant, il est vrai que les autres sujets sont aussi importants, notamment la mise en valeur du potentiel de créativité et de capacité d'innovation de nos jeunes dans la croissance économique du continent. Promouvoir l'intégration par le développement des infrastructures est donc un défi fondamental, de même que la mobilisation des ressources. Le deuxième sommet que j'ai pu accueillir en février 2023 à Dakar sur le financement des infrastructures a posé des actes forts dans l'accélération du financement du PAP 2 du PIDA, qui est le programme d'action prioritaire. J'exhorte toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Enfin, la prise en charge par l'Afrique de son propre développement nécessite une mobilisation conséquente des ressources, à commencer par les ressources domestiques, par l'exploration de nouvelles sources de financement et la diversification des partenariats. Je salue donc la création d'un fonds de développement au NEPAD qui pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives dans l'appropriation du financement des projets et programmes de l'Union africaine. Le rapport de performance présenté révèle donc des progrès réels. Mais le NEPAD, présidé actuellement par l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, devra faire face aux vicissitudes d'un monde toujours en crise. Report de la présidentielle, la CEDEAO appelle au calme et à la retenue. Un message à l'endroit de tous les acteurs politiques sénégalais. Le président du Parlement de la CEDEAO, le docteur Sidi Mohamed Tunis, est en mission de diplomatie parlementaire à Dakar. Depuis hier, 12 février, il a fait une déclaration sur la situation politique préélectorale. Nous l'écoutons. Mais je suis heureux
tout de même de dire que certaines choses que nous avons vues dans les médias sont différentes de ce que nous avons vu de nos yeux depuis que nous sommes arrivés ici. Et depuis notre arrivée ici, nous avons pu rencontrer l'honorable président du Parlement. Nous avons eu une session avec lui. Nous avons eu des séances de travail avec les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le groupe de la majorité, l'opposition. Et nous avons rencontré également certains acteurs politiques, y compris les candidats déclarés inéligibles pour les élections présidentielles. Donc, au terme de toutes ces consultations, nous avons maintenant une meilleure intelligence de la situation au Sénégal. Il est donc clair que dans le cadre de notre mission, nous avons décidé de faire un certain nombre de recommandations. Mais les éléments clés de notre déclaration sont liés à la demande de calme dans le pays, de calme et de retenue. Et nous lançons un appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils évitent d'utiliser une forme d'expression, des discours qui pourraient entraîner la violence ou créer des tensions dans le pays. Et nous invitons tous les acteurs à donner la priorité aux intérêts fondamentaux des Sénégalais, à savoir la paix, la stabilité et le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et la cohésion sociale. La mission de diplomatie parlementaire demande à tous les acteurs sociopolitiques de s'engager dans un dialogue et créer des conditions favorables pour l'organisation d'élections ouvertes, crédibles, inclusives et transparentes. Demande à la Commission de la CEDEAO d'envoyer une mission conjointe de la Commission et du Parlement de la CEDEAO au Sénégal dès la semaine prochaine pour faciliter l'organisation du dialogue politique national et de le faire en toute urgence. Deuxième réunion virtuelle du comité des chefs d'État et de gouvernement du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La réunion s'est tenue ce mardi sous la présidence du président de l'Union africaine. Le Premier ministre Amadou Ba a pris part aux travaux. Le comité a adopté un nouveau règlement intérieur et donné des indications pour une meilleure riposte face aux épidémies à Ramdao. Prévention, préparation, riposte, la posture renouvelée de l'Union africaine face aux nombreuses pandémies qui menacent le continent. La mission est dévolue au CDC, Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Le comité des chefs d'État et de gouvernement qui lui donne le leadership politique nécessaire à sa mission vient tracer de nouvelles orientations. Surtout actuellement de coordonner donc les achats groupés en termes de médicaments, en termes de produits de santé, de produits d'aide au diagnostic. Comme vous le savez, avec la COVID-19, nous nous sommes rendus compte que l'Afrique doit actuellement bien se positionner par rapport à la réglementation pharmaceutique. Tout ceci dans le cadre de la relance en fait, de cette industrie pharmaceutique, surtout locale. C'est extrêmement important. On a parlé beaucoup de la santé maternelle. Donc aujourd'hui, les décès maternels continuent donc d'être un défi
à relever au niveau du continent, mais des efforts considérables, comme dans notre pays, donc, ont été faits, comme vous l'avez bien vu avec la récente étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et nous avons terminé également par les ressources humaines, surtout ce qui est en train d'être fait au niveau communautaire. Le CCEG, Comité des chefs d'État et de gouvernement, est la plus haute structure dirigeante du CDC, présidée par le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, avec la participation du chef du gouvernement sénégalais Amadou Ba. La session du jour a acté l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Que vous savez qu'au niveau du CDC Afrique, c'était un seul règlement intérieur, mais qui posait des problèmes par rapport à une certaine rationalisation et une mutualisation des forces. Maintenant, on a un nouveau projet donc, de règlement intérieur qui va donc se fendre en 3 entités. Donc aussi bien pour le comité des chefs d'État et de gouvernement, pour le conseil d'administration, mais également par rapport à 2 ou 3 autres entités techniques qu'on appelle par exemple des commissions consultatives. Je pense que peut-être que ça a l'air d'alourdir, mais en réalité, ça nous permet de rationaliser beaucoup de choses et le Sénégal vient de l'adopter. Cette deuxième réunion virtuelle du CCEG prépare le terrain au 37e sommet de l'Union africaine les 17 et 18 février. Au cours de ce qui est appelé le petit déjeuner des chefs d'État, ces questions majeures de santé publique seront approfondies. Suite à sa tournée dans la région de Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme a été à Djamal et à Mabo, dans le département de Birkelane. Abdoulaye Seydou Sow a visité plusieurs chantiers pour évaluer l'état d'exécution des travaux et rencontrer les chefs religieux. Claire Diop. À Djamal, Mabo et Birkelane, ici à Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme a procédé à des visites de chantier. La démarche rentre dans le cadre du suivi-évaluation de plusieurs projets de construction initiés par l'État du Sénégal. À Djamal, les chantiers de la maison des hôtes, morgue, bloc, toilettes, ablution avancent bien. Aussi, les travaux de réhabilitation de la mosquée et de l'espace conférence, enveloppe dégagée 90 millions de nos francs. La démarche est fort appréciée par les populations bénéficiaires. Le président de la République avait pris des engagements devant vous tous. Il m'a donné des instructions fermes pour l'exécution. Aujourd'hui, je suis ici pour évaluer l'état d'avancement des chantiers avec les services techniques concernés. Je suis ici pour recueillir vos avis pour les éventuelles corrections à apporter. L'État a fait beaucoup de réalisations dans le département et dans la région de Kaffrine de façon générale. Un peu plus loin, dans le Mabo, l'État a financé à hauteur de 109 millions de francs CFA la reconstruction de la mosquée, l'aménagement de l'espace sur une superficie de 1500 m², avec comme composantes tribune, clôture, pavage. Nous apprécions beaucoup l'engagement de toutes les parties prenantes dans le cadre de ce projet. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, et aussi le chef de l'État. Vraiment, le chantier avance bien. L'implication de tous est saluée. Nous prions pour tout le monde. Fixer objectif bo nga xamne bëgg nañ ñu avant Korité nga xamne Korité ngeen mën ko julé fi. Nous avons comme objectif de livrer le chantier de la mosquée avant la Korité. Cela vous permettra de faire la prière ici et dans de bonnes conditions. Les autorités administratives locales ainsi que le service régional de l'urbanisme vont procéder au suivi pour le respect des instructions données. Dans ce sens, avec l'autorité sous la supervision du préfet, l'administration. Des amendements ont été faits par les différents acteurs lors des séances d'échange avec la tutelle. L'autorité de s'engager, des mesures seront prises pour correction. À Birkelane, toujours dans la région de Kaffrine, il est également exécuté des travaux de construction de la mosquée de Kermbouki, aussi celle de Nyunik. Les foyers religieux bénéficient ainsi de l'appui de l'État du Sénégal pour la modernisation des différents sites.
De la première phase du programme de renforcement de capacité des agents de l'État qui doivent travailler avec les compagnies internationales dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette formation a permis à plus de 400 agents des ministères du pétrole, des finances, de l'environnement et chez des administrations des impôts et de la douane de se familiariser avec l'industrie pétrolière et gazière. Maman Moussagnon. Cette session de formation marque la fin d'un programme de renforcement de capacité démarré il y a plus de 3 ans. Ce programme a été rendu possible grâce au concours financier de la Banque mondiale. Il a ensuite été matérialisé par le projet d'appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement de capacités institutionnelles mis en œuvre par le GES Petrogaz. C'est entre autres pour cette raison que depuis plus de 3 ans, les équipes respectives de l'INPG et du GES Petrogaz ont travaillé ensemble pour atteindre le progrès aujourd'hui réalisé. Plus de 400 agents de l'administration, de la Direction générale des impôts et domaines, de la douane, des ministères de l'environnement, de la pêche, des finances ont pu se familiariser chacun dans son domaine à la gestion de l'industrie pétrolière et gazière pour mieux défendre les intérêts du Sénégal face aux compagnies internationales. Une façon pour l'Institut national du pétrole et du gaz de compter sur l'expertise locale pour assurer certains enseignements. C'est un programme qui avait été initié beaucoup plus tôt justement. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir en arriver là, sur des thèmes divers, variés, qui ont touché toute la chaîne de valeur pétrogazière et qui ont répondu ainsi justement aux objectifs du projet, qui était d'identifier les besoins de renforcement de capacité en vue de mobiliser une expertise nationale dans la gestion de ces projets-là. Dans le domaine du pétrole et du gaz, il est plus qu'impératif de se réadapter en permanence aux exigences du secteur. C'est pourquoi le GES Petrogaz et l'INPG ont tous convenu de la nécessité de poursuivre ces sessions de renforcement de capacité. La journée mondiale de la radio est célébrée ce 13 février, une date qui fait suite à une décision des États membres de l'UNESCO approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en janvier 2013. Les ondes restent l'un des canaux de diffusion de l'information les plus prisés dans le monde. À vos postes, l'historique avec Ibrahim Andong. Guidé par une proposition de l'Espagne, le Conseil exécutif de l'UNESCO a recommandé à la 36e conférence générale la proclamation de la Journée mondiale de la radio sur la base d'une étude de faisabilité. Une faisabilité qui avait été entreprise par l'UNESCO. Depuis de nombreuses générations, la radio reste le moyen de communication le plus accessible et le plus étendu pour informer et divertir tous les secteurs de la société. Si dans certaines régions, il a été utilisé pour attiser la haine, la division et les conflits, de nombreux pays ont quand même réussi à adopter une législation et des mécanismes de réglementation progressistes qui ont permis à la radio de diffuser des informations et des programmes équilibrés. Les parties prenantes impliquées dans la mise en place de la Journée mondiale de la radio sont les associations de radiodiffusion publique, privées, communautaires et internationales. La décision de fixer la Journée mondiale de la radio au 13 février, jour de création de la radio des Nations unies au siège de l'ONU en 1946, a été donc proposée par le directeur général de l'UNESCO de l'époque. Les objectifs de la Journée mondiale de la radio sont principalement de sensibiliser le public et les médias à l'importance de la radio, ainsi que de renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre les diffuseurs. Ce 14 février débute le carême. Pendant 40 jours, les fidèles chrétiens vont se consacrer à la prière, au jeûne et à la solidarité entre proches. À l'entame de ce temps d'abstinence, le curé de la cathédrale de Dakar revient sur le sens de ces moments de dévotion. Mansour Dian et Amadou Diallo. Le début du saint temps de carême, c'est ce mercredi. Les chrétiens sont appelés à se rapprocher davantage de Dieu à travers plusieurs exercices spirituels. Et cela commence par le mercredi des cendres. Il y aura des organisations de la Lectio Divina, par exemple, ici au niveau de la cathédrale. Il y aura les chemins de croix, il y aura les temps forts, les messes, les Eucharisties pour pouvoir venir rendre grâce à Dieu, mais aussi porter le monde dans cet exercice spirituel. Et cette année, le pape l'a dédié à la prière. Et je crois qu'en entrant en carême,
c'est un devoir pour nous de nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes de prière d'abord. Par ces temps de dévotion, l'Église encourage particulièrement l'entraide et la solidarité. Et c'est au moment où l'Église appelle ses fidèles à être plus proches de ceux-là qui souffrent, les malades. Par exemple, pendant le carême, un grand effort de carême serait de se lever, d'aller visiter les malades. Ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être ceux qui sont chez eux à la maison, ça peut être tout simplement quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être accueilli, d'être écouté, d'être renforcé dans son espérance pour pouvoir continuer le chemin et le combat quotidien. Les jeunes représentent une frange importante de la communauté. L'homme d'église lance un appel en cette période de pénitence. C'est d'abord de se rapprocher de l'église, de manifester un attachement infaillible à l'égard de l'église. L'église, c'est une famille. C'est vraiment de pouvoir renouveler notre attachement à Jésus, notre amour pour lui, le manifester dans notre vécu quotidien. Et pour cela, nous avons besoin, comme je l'ai dit, de venir dans les sources d'eau vive. Un nouvel édifice est d'ailleurs érigé à la cathédrale de Dakar pour mieux accueillir les croyants. Cette grotte permettra à tous ceux qui viennent visiter la cathédrale de trouver dans les jardins un cadre spirituel, en dehors de l'église cathédrale. Pouvoir venir se recueillir ou tout simplement rester là devant le Seigneur à travers la Sainte Famille qui est là pour prier pour nous et avec nous. Pendant 40 jours, les fidèles seront en communion avec le Christ. Un temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne. Avant le carême, justement, le mercredi des cendres sera célébré demain dans toutes les églises. Justement, avant le carême, il y a le Mardi Gras. Les enfants donnent de la couleur à Saint-Louis. Ils ont marqué encore une fois ce jour avec des tenues assez colorées. Chacun est allé de son déguisement, policiers, sapeurs-pompiers, médecins, reine ou roi. Les tout petits ont rivalisé d'originalité. Abdouat. Les forces de l'ordre ont bien inspiré les enfants dans leur choix de tenue pour le Mardi Gras. Dans certaines écoles, beaucoup d'élèves ont préféré arborer la tenue de la police ou de la gendarmerie plutôt que celle des super-héros. Beaucoup ont préféré imiter les policiers, les gendarmes ainsi que les sapeurs-pompiers. Il y a aussi des infirmiers et des médecins. Cela prouve qu'ils sont des exemples pour les enfants. Cette école maternelle a décidé de célébrer Mardi Gras de manière très sobre, contrairement aux années précédentes, à cause du contexte actuel très tendu. À 10 h, beaucoup de parents d'élèves sont venus chercher leurs enfants. On organise cette fête pour les enfants. Chaque année, les enfants viennent avec leur déguisement. Cette année, avec la situation, on a préféré garder les enfants dans l'établissement. Ils ne sont pas sortis comme les autres années, mais leurs déguisements sont magnifiques. Mardi Gras reste tout de même une tradition bien ancrée dans plusieurs établissements scolaires. À l'école Saint-Joseph de Cluny, les élèves rivalisent d'originalité dans leur déguisement. Des mariés aux magistrats, sans oublier les conservateurs dans leur tenue traditionnelle. J'ai porté une docteur et j'aime les docteurs. Oui, je suis déguisée à mon ethnie et je suis fière de l'être. Je suis Manjac, fière de l'être. Un honneur d'être ici et présente. Le déguisement des enfants est également un symbole fort de la diversité culturelle qui prévaut dans cet établissement. Ça se déroule un peu favorablement, vu la situation que nous vivons. Les enfants sont un peu crispés. Mais vous savez, on a tenu vraiment à marquer cet événement-là. Qu'il faut dire d'abord du côté religieux. Ça marque le début du carême chrétien. Et aussi, on en profite aussi, à l'instar de toutes les autres institutions, de toutes les autres écoles, faire ressortir les cultures, les différentes cultures
Parce qu'ici à Saint-Jean, nous avons plusieurs cultures, des Diola, je commence par moi, excusez-moi, des Sérères, des Wolofs, ainsi de suite. Il y a même d'autres nationalités. Mardi Gras marque le début du carême chez les chrétiens. Pour les enfants, c'est surtout une belle occasion de plus pour vivre des moments de convivialité à l'école ou en famille. Au-delà des tenues de magistrats de Signard ou justement d'enseignants, le Mardi Gras, c'est un rendez-vous que beaucoup d'enfants ne ratent pas entre déguisements, carnaval et repas copieux. La fête présente de multiples facettes. Il ne s'agit pas proprement d'un événement religieux chrétien, mais plutôt de tradition mésopotamienne et romaine. Alors, au Mardi Gras, c'est une chronique signée Omar Diawa. Un jour pas comme les autres que ce mardi pour les enfants qui l'attendent avec impatience. Peu importe la connaissance qu'ils ont de l'événement, en vérité, le sens de cette fête, plus profane que religieuse, échappe même à de nombreux parents. Le Mardi Gras s'est progressivement incrusté dans les habitudes, mais ne figure pas au calendrier liturgique. En cela, ce n'est pas en tant que tel une fête chrétienne. Ce n'est pas un événement de la vie de l'Église. Cette pratique tolérée par l'Église catholique a des origines lointaines, babyloniennes et romaines. Il s'agirait de rites agraires païens antiques, de l'inversion du monde. Ces festivités se caractérisaient par le retournement symbolique de l'ordre social. Les esclaves jouissaient d'une liberté provisoire et étaient même servis par leurs maîtres. Des repas gargantuesques sortaient des cuisines. En calmant les ventres, on calmait les passions et les pulsions. Pour comprendre le sens actuel du Mardi Gras, il est important de s'arrêter sur l'adjectif. Gras est l'antonyme de maigre, or le Mardi Gras précède le mercredi des cendres, qui est le jour d'entrée dans le carême pendant lequel les croyants sont invités à faire pénitence et à s'interdire la bombance, le gras. Comme son nom l'indique, le Mardi Gras, c'est pour festoyer en vue des mercredis des cendres où le jeûne est obligatoire à partir de l'âge de 18 ans. Le côté visible de cette journée, ce sont ces déguisements de toutes sortes. C'est souvent le moment de prendre les atours et les allures de son ethnie à laquelle papa et maman n'ont qu'un rapport distancié. Et puis, il y a ces processions carnavalesques où on s'amuse beaucoup. Des rois, des reines, des princes, des princesses, des soldats. L'album souvenir d'un Mardi Gras est toujours riche en couleurs. Allons au Mardi Gras avec des tenues qui rappellent la diversité de nos identités, mais également pour célébrer certains de nos héros. Et pour ce faire distinguer, la sérigraphie vous tend ses bras. Le métier est en pleine expansion à Dakar. Plusieurs ateliers ont pignon sur rue. Avec le numérique, le travail des sérigraphes connaît une autre amplitude. Tout va vite quand il s'agit de tremper l'image sur des supports et quand les grands événements se multiplient, les commandes se démultiplient, sauf fausse note. Le reportage de Dame Silla. Tremper de l'image sur des supports, c'est le quotidien des sérigraphes. Mais avec le développement du numérique, le métier s'adapte à d'autres réalités et requiert plus d'ingéniosité et de technicité. La sérigraphie, c'est l'art de transmettre les images sur des supports, que ce soit les tissus, que ce soit les bâches ou tout autre support qui peut prendre des informations qu'on peut voir dans la rue. La sérigraphie est un travail de chaîne où interviennent plusieurs spécialistes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, l'infographie est presque incontournable. C'est une chaîne, quoi, en fait. Voilà, donc, où le sérigraphe a d'abord déjà besoin d'un infographe. Parce que ce qu'il fait, ou bien ce qu'il travaille, à partir du matériel qu'il travaille, donc il faut au préalable tirer des fiches ou bien des papiers. Donc c'est sur ces papiers-là qu'on imprime les images. Alors que ces images même doivent être d'abord traitées par l'infographe d'abord. Donc à travers son ordinateur, il doit encore travailler sur l'image. Ces dernières années, beaucoup de jeunes s'investissent dans ce métier et y trouvent bien leur compte, surtout en période de grande compétition
sportive. La sérigraphie est un métier très noble et très rentable. Elle nous permet de régler nos soucis financiers. Par ailleurs, je demande aux jeunes qui viennent de débuter de privilégier d'abord la maîtrise du métier. Autre événement qui fait l'affaire des sérigraphes, la campagne électorale, avec ses lots de commandes. Malheureusement, le report a faussé tous les calculs. Une semaine avant, donc nous avions déjà préparé donc, les matériels, beaucoup de choses même pour pouvoir bien entamer la campagne. Et puisqu'on avait aussi des collaborations avec certains candidats, donc c'est nous qui devrions gérer donc, la conception de leurs bâches, les affiches, les flyers. Donc on avait déjà conclu pour ça. Au Sénégal, les sérigraphes s'imposent de plus en plus dans le monde du travail. Ils disposent aujourd'hui d'outils et de supports plus sophistiqués qui s'adaptent aux réalités de l'heure et du marché pour mieux satisfaire la clientèle. Je vous invite à présent en voyage dans le sud du Sénégal, en Casamance, pour une évasion au Cap Skirring, cette station balnéaire très appréciée et très prisée par les touristes et est aussi un village qui a son histoire, mais également ses préoccupations. Toutefois, la pêche reste une activité florissante et permet de nourrir beaucoup d'autres secteurs. Le reportage d'Abdoulaye Sinkar. Une pointe de terre avancée dans l'Atlantique, devenue la promesse d'un petit bout de paradis. Situé dans la commune de Diembéring, dans l'arrondissement de Cabrousse, le Cap Skirring est aux côtés de Saly Portudal, l'un de ces endroits de rêve que compte le Sénégal. Ici, les forêts de palmiers flirtent avec les belles plages. Le Cap est le point focal, le point central du tourisme en Casamance. Il y a beaucoup d'hôtels. C'est vrai, même si ce n'est pas suffisant par rapport à la demande. C'est vrai, la demande est supérieure à l'offre. Donc ça, nous le constatons et c'est une chose réelle. Donc, mais en termes d'infrastructures, nous avons quand même quelques infrastructures qui sont aussi, qui répondent aux normes. Connu à travers le monde, le Cap Skirring est peu visité par les nationaux. Nous avons constaté que le tourisme sénégalais commence à se faire développer. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent visiter leur propre pays et c'est ce que nous saluons. Les touristes étrangers connaissent bien le Cap et beaucoup d'entre eux ont choisi de résider. Je suis venu, j'ai vu et je suis resté. C'est ce qu'a fait Franck Rousseau. Ce Français a décidé de s'installer définitivement au Cap. Il respire l'air frais et vit de poissons et de fruits de mer. Surtout la population. Ils sont très gentils, accueillants. C'est très bien. Et la Casamance, c'est magnifique. C'est beau, c'est vert. Là, je suis venu pour chercher de la sole, des langoustes aussi, et du crabe. Ici, il y a tout ce qu'il faut ici. Ici, on trouve tout ce qu'on veut. Tout. Il y a du bon poisson, du bon poisson. Très frais. Ça, c'est très important. Ce que le Cap peut offrir, c'est bien plus que ses plages et ses poissons. Vous avez le quai de pêche à côté qui offre quand même du poisson frais dans le cadre de la gastronomie. Donc nous avons également beaucoup de potentialités culturelles parce que nous sommes dans une zone typiquement Diola. Donc le Diola est reconnu dans sa diversité culturelle. Le tout porté à tire d'aile par un aéroport international. Yahya Sidibé est conscient des opportunités. Son hôtel, il en a fait un réceptif au modèle un peu nouveau. Le tourisme local, donc à travers les groupements, à travers les séminaires, à travers d'autres rencontres. Donc nous aussi, en tout cas, à tout moment, nous recevons des séminaires, nous offrons des mariages, n'est-ce pas? Vous avez vu ce centre culturel, n'est-ce pas, qui est là, donc avec beaucoup de manifestations, des événements, et des activités événementielles, donc telles que les concerts, n'est-ce pas, donc les soirées dansantes. Le Cap Skirring est surtout connu pour ses plages, ses hôtels de luxe bien appréciés des touristes. Mais le Cap, ce n'est pas que le tourisme. C'est aussi un village qui a son histoire, ses activités, ses ressources et surtout ses problèmes.
L'histoire du Cap Skirring est intimement liée à celle de l'hôtel Club Med. C'est de ses entrailles qu'est né le village, même si les premiers habitants travaillaient dans le chantier de l'aéroport. C'est après la création du Club méditerranéen est né ce village. C'est les travailleurs du Club Med, mais aussi c'est les travailleurs. C'était les premiers travailleurs de l'aéroport de Cap Skirring qui étaient nés bien avant le club, mais aussi la population est issue aussi de la création du Club Med. Le temps passe et l'attrait grandit. Le Cap est devenu une véritable terre d'accueil aux 14 000 habitants. Le milieu est adorable. Tout le monde souhaiterait venir habiter ici. Vous trouvez ici des Diola, des Sérères, des Mandang, des Peuls, des Halpulaar, et même de multiples nationalités qui se trouvent dans mon village. Un développement qui a son corollaire, le rétrécissement des revenus issus notamment du tourisme, principale activité de la zone. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de la jeunesse ne bénéficient pas des avantages du tourisme. C'est des choses qu'on déplore beaucoup. Si nous pouvions trouver une solution à ce fléau, pour que les touristes sortent dans leur campement ou dans leur village ou dans leur site touristique, pour que le village puisse en bénéficier, ça serait un plus vraiment pour le village. À côté du tourisme, il y a la pêche, avec ce grand quai de débarquement qui a débuté dans les années 60 avec la pêche aux langoustes. Ce n'était pas le quai de pêche, mais quand même c'était des pêcheurs qui venaient du nord, plus particulièrement à Yen, qui venaient faire des campagnes ici et qui pêchaient la langouste. Ils étaient basés juste par exemple, au club méditerranéen, là où se trouve le club méditerranéen. En ce moment, il n'y avait pas de club. Il y avait tout juste par exemple, un touriste qui était là, qui campait là-bas, qu'on appelait l'Ohen. Et quand ils avaient eu beaucoup de langoustes, il y a les bateaux qui venaient faire le ramassage et qui pesaient, donc dans ce cas, et qui partaient. Après, en fin de campagne, ils rentraient chez eux. C'est là où les choses ont commencé. Pêcheurs, marailleurs, revendeurs, les acteurs viennent aujourd'hui des 4 coins du pays. Depuis 2003, presque 20 ans. Je suis là depuis 2003. J'ai fait maintenant presque 20 ans. Chaque jour, nous allons en mer vers 3h, 4h du matin. Aujourd'hui, je suis revenu avec 45 caisses. Nous avons à peu près aux environs de 400 pirogues. Et tu t'imagines que chaque pirogue, au moins, il y a 4 pêcheurs. C'est que ça fait en nombre. Et dans chaque pirogue, au moins, combien de personnes y dépendent? Sans compter les femmes transformatrices. S'il y a du produit, sur chaque pirogue, par exemple, il y a une femme qui doit prendre, ou bien un homme qui doit prendre la production pour la transformer. Il y a le marieur, il y a les porteurs. Donc dans ce cas, c'est toute une équipe. Devenir quai de pêche de plein exercice, c'est la grande ambition des acteurs. Et des motifs d'espoir existent. Il y aura beaucoup de changements parce que là, on va se labelliser d'abord. Et par exemple, on va répondre aux normes européennes par rapport à la salubrité et à autre chose. Donc là, c'est un avancement. Ça nous permettra au moins de faire des exportations par exemple, à partir d'ici. L'aéroport est là. Donc dans ce cas, pour amener en Europe et dans d'autres pays par exemple, qui ont besoin. C'est que la langouste, les crevettes, les crabes, les poissons nobles. Le Cap Skirring, une localité avec ses 2 faces qui en font un trait d'union. Entre le nord et le sud, et aussi vitrine d'un Sénégal ouvert sur le monde. Et puis les couples peuvent bien aller au Cap Skirring pour célébrer un autre événement qui cristallise les attentions, la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Ils ou elles ne se privent pas d'exprimer leurs sentiments, consolider la relation ou offrir des cadeaux à son partenaire. Les tourtereaux ont l'embarras du choix. Il suffit de faire preuve de créativité. À Dakar, la fête de demain se prépare. Les fleurs sont très prisées. Conséquence, les fleuristes reçoivent une multitude de commandes le jour J. L'amour quand tu nous prends dans ton jardin de roses. C'est un reportage de Neikou Mandiaye. L'amour est dans l'air. Notre clientèle était la clientèle libanaise ou française, mais maintenant on constate que les Sénégalais sont très impliqués dans
l'achat avec la vente en ligne, les paiements en ligne, les personnes préfèrent commander selon le nombre de roses que la cliente voudrait acheter. Si vous voulez, on fait un bouquet de 5 roses, ça va arriver à 25 000, un bouquet de 7 roses, ça va arriver à 35 000. Voilà, ça dépend du nombre de roses que vous prenez, mais c'est à partir de la rose individuelle qui coûte 6 000. Et si vous importez des fleurs coupées de l'étranger, vous serez obligé impérativement d'avoir une chambre froide pour pouvoir les conserver. Maïmouna Ndiaye, elle, arpente les rues à la recherche de potentiels clients. Son objectif est d'écouler sa marchandise le plus tôt possible. Je vends de vraies roses, en plastique aussi. Les prix varient entre 1 000 et 5 000 francs CFA. Les Dakarois célèbrent la Saint-Valentin à leur manière. Si la plupart ont déjà établi leur programme, d'autres pensent que ce qui compte, c'est la sincérité des sentiments. Demain soir, je vais préparer un bon dîner pour mon mari et mes enfants. Nous passerons un agréable moment en famille. Demain, pour moi, c'est d'un secret entre nous deux. Oui, ça, moi, je ne le dirai pas comme ça ouvertement. Oui, c'est entre nous deux. Si je le veux, oui. Offrir des fleurs et tout, offrir le cœur. Pour moi, c'est mieux en fait, offrir le cœur. Si ton partenaire aussi n'est pas sincère aussi à recevoir, donc tôt ou tard, ça n'ira pas mieux en fait. Le 14 février est la fête des amoureux, une occasion d'exprimer son amour par des mots ou par des actes. La communauté avec laquelle nous allons faire connaissance à présent développe un amour viscéral et ancestral pour le cheval. Les Laobé Lana, une caste installée le long de la vallée du fleuve Sénégal, très connue pour leur savoir-faire à travers la fabrique de pirogues. Les Laobé Lana ont aussi grandement contribué à la révolution du Fouta, toujours attachés à leurs chevaux. Ils ont aussi fait de ces derniers leur véritable véhicule de luxe. Lors des mariages, ce sont ces chevaux qui accompagnent la mariée, quel que soit le rang social de son époux. Quel est le secret qui se cache derrière cet animal ordinaire aux yeux de certains? Ibrahima Pabi Diédiou a tenté de percer le mystère et c'est dans cet élément. Au milieu de la foule, deux couples se dévoilent, tous d'une même caste, Laobé Lana. Les visages rayonnants, ils sont tout heureux de célébrer leur union devant toute une société. Chez eux, à l'occasion d'une telle cérémonie, un moyen de transport ne peut être plus valeureux que le cheval. C'est cela aussi, leur véhicule 4x4. C'est une tradition chez nous de choisir le cheval pour accompagner la nouvelle mariée chez son époux. C'est ça notre véhicule de luxe. Le jour du mariage, même si le mari a une grande fortune et qu'il amène un véhicule de luxe pour transporter son épouse, on le refuse. Le cheval est d'une grande utilité pour l'homme. Même dans la propagation de l'islam, on a vu le rôle qu'il a joué. En plus de cela, même dans les maisons, il sert de gardien de temple. C'est un grand protecteur. Si un mauvais sort est jeté dans votre famille, il arrive à l'écarter. Il parle aussi et les sages savent décrypter son message qui prédisent les malheurs, entre autres. Il y a certains chevaux, quand ils meurent, on ne les jette pas dans la nature, on les enterre. Au regard de tout cela, qu'on les choisit pour accompagner les mariés. Et ce ne sont pas tous les chevaux qui sont choisis pour le faire. Jalousement conservé de génération en génération, ce moyen de transport, hérité de leurs ancêtres, est plus qu'un symbole. Historiquement, le cheval a depuis longtemps été un compagnon de guerre. Son apport dans la révolution Torodo et dans la propagation de l'islam n'est pas à démontrer. Les grands érudits et guerriers comme l'Almami Abdul Khadir Khan, tous ont eu comme alliés les Laobé Lana et même El Hadj Oumar Foutiyou Tall,
quand il allait en djihad, il a toujours été accompagné par des Laobelana qui étaient aussi de grands guerriers. À l'époque, en période de guerre, c'est nous qui fabriquions les pirogues pour permettre aux troupes de traverser le fleuve. Les Laobelana ont véritablement joué un rôle essentiel dans la révolution du Fouta. ci révolution Fouta Laobé yi dañu taxaw oto amuñu dara amuñu fas mu ñu yóbbu nit ci dex ba. Aujourd'hui, ces Laobelana ont un regret. Ils se disent oubliés dans les grands événements culturels. Leur souhait, c'est d'être conviés afin de présenter leur culture au monde entier. Le reportage d'Ibrahima Pamdiédiou sur les Laobelana, grands fabricants de pirogues et très amoureux du cheval. Sur l'international, la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, incluant une nouvelle libération d'otages. Malgré les menaces d'une offensive sur Rafah, dernier refuge pour plus d'1 million de Palestiniens de la bande de Gaza. Le récit de Philomène Constantin. Sénat Lunfal. Une délégation israélienne s'est rendue ce mardi au Caire pour de nouveau pourparlers avec des responsables américains, qataris et égyptiens. L'objectif est de trouver un accord de trêve dans la bande de Gaza, un accord qui devrait porter notamment sur la libération d'otages israéliens par le Hamas selon des responsables israéliens. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'un accord de libération des otages détenus à Gaza, accompagné d'une pause d'au moins 6 semaines dans les hostilités entre Israël et le Hamas, était actuellement en discussion. Plus de la moitié des habitants de Gaza ont fui vers Rafah, ville frontalière avec l'Égypte, pour échapper au combat. L'Égypte, il y a quelques jours, avait menacé de suspendre son traité de paix avec Israël, pierre angulaire de la stabilité régionale, après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'envoi de troupes à Rafah était nécessaire pour gagner la guerre contre le Hamas. L'Égypte craint un afflux de réfugiés palestiniens qui ne seront peut-être jamais autorisés à rentrer chez eux. La pression internationale s'intensifie pour trouver un accord. Ce mardi, la Chine a appelé Israël à arrêter son opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'ONU, l'offensive israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population à Gaza, dans un contexte de pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments. 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées. Les attaques d'Israël contre le Hamas, qui tue trop de civils palestiniens, sont disproportionnées, a critiqué le ministre